Bonjour et bienvenue dans la 3e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui explore les aspects business, management, communication des métiers de la création. Si vous me suivez depuis quelque temps, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous êtes arrivé ici par hasard, ou plutôt pour une raison, merci pour votre curiosité. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'en écouter d'autres et de vous abonner. Je suis Lily Bonnet, consultante et business coach. Certifiée Calliope, je suis aussi formatrice, car ce qui m'anime, c'est de transmettre et donner des clés pour grandir et faire grandir. Si vous avez écouté l'épisode précédent avec Anne-Caroline Frey, la fondatrice de Loire-Vallée Lodge, alors vous savez déjà que je prends des cours de chant. Sinon, vous allez en savoir plus dans cet épisode avec Valérie Maucourt, qui est donc ma prof de chant. Grâce à son accompagnement via l'école harmonique, j'ai appris à poser et oser ma voix. J'avais donc envie de l'inviter à mon micro, d'abord pour la remercier et surtout pour explorer avec elle la voix, cet outil dont nous sommes pratiquement tous dotés et qui, comme chaque instrument, se travaille. Avec Valérie, nous avons ainsi parlé de présence, d'énergie, de musicalité, du rôle de la voix dans le leadership et de la posture de coach et de pédagogue, que ce soit en accompagnement individuel ou avec un groupe. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'être encore plus à l'écoute de vous-même et des autres. Bonjour Valérie. Bonjour Lily. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Nous sommes chez toi, qui est aussi ton lieu de travail, d'une certaine façon, un de tes lieux de travail, Oui. puisque tu travailles à plusieurs endroits, on va l'expliquer. Et on est dans le 18e à Paris. Et c'était en fait une ancienne mercerie. C'est ça. Et donc qui a été aménagée en appartement. Et à l'avant, donc avec la devanture, là, le côté rue, c'est ton studio de musique. Exactement. Voilà. Donc il y a un piano et il y a beaucoup de livres. Oui. Et ensuite, à l'arrière-boutique, c'est votre appartement. Et donc, nous sommes là ce matin. Et avant d'expliquer comment on se connaît et de voir ton parcours, etc., et de parler de la voix, qui est un peu la star, je pense, de cet épisode, j'aimerais que tu répondes, à la première question signature de ce podcast, qui s'intitule donc « Everything happens for a reason ». Et j'aimerais savoir ce que ça évoque pour toi. Alors là, c'est une question qui met un peu la pression, je vais te dire, parce que... Tout le monde me dit ça. Ah oui, c'est un vaste programme. Écoute, je n'ai aucune véritable certitude, d'une certaine manière, mais existentiellement, je vis avec toujours ce fait que tout ce qui advient est d'une certaine manière provoqué, n'est pas là par hasard, puisqu'on est quand même on est là où on est avec une culture donnée, une famille, qui va déterminer un certain nombre de choses. Mais il est vrai que dans nos vies, il y a quelquefois des coïncidences, des rencontres auxquelles on donne un sens particulier et surtout qui nous donnent véritablement l'impression de ne pas d'avoir été convoqués pas seulement de notre propre chef en fait. Donc il y a quand même il y a quand même la rencontre d'une forme de quelque chose qui se trame autour de toi qui n'est pas de ton ressort et qui se conjugue merveilleusement bien avec, disons, tes attentes, tes désirs profonds. Tu vois, la première fois que je suis venue ici, donc on s'est d'abord rencontrés chez Harmonique, qui est une très grande école, je pense, l'école la plus réputée à Paris l'une des plus de musique et chant en particulier. Et ils proposent des stages aussi, il y a beaucoup de formations qui sont hyper intéressantes. D'ailleurs, moi, je suis abonnée maintenant à la newsletter et je reçois à chaque fois les programmes. Énormément c'est
vaste programme. Vaste programme. Oui, et oui. donc, chez Harmonique, j'y ai été l'année dernière pour une audition. Oui. Et j'étais hyper stressée. C'était la première fois de ma vie que je passais une audition de chant. Bah oui. Et en fait, que je retrace un peu l'histoire, parce que j'en ai parlé à personne, en fait. Mais ça fait... Bon, depuis toujours, j'aime chanter. Comme tu le sais, j'ai une oreille assez musicale. J'aime d'ailleurs beaucoup les langues étrangères et c'est lié à cette Oui, oreille oui, oui, que oui. j'ai aussi Tout autant à de fait. facilité Ouais, avec oui, les oui, langues. Et donc, mon mari est musicien, tout le monde le sait à force. Il était marié avec une chanteuse qui est chef de chœur aussi, spécialisée dans le gospel. Donc, tout ça pour dire que quand même, il y avait des... Voilà, moi, j'arrivais après... il y a un passif d'une certaine façon. Ma mère, quand elle est arrivée à la retraite, etc., dans les Landes, elle s'est mise à chanter dans une chorale en tant qu'amateur, évidemment, mais voilà. Ma sœur a pris des cours de chant. Enfin, tout ça pour dire que autour de moi, il y avait déjà tellement ça que je me suis toujours interdit de prendre des cours. Je me suis toujours dit non, mais non, c'est pas pour... Enfin, tu vois, je pense que c'est intéressant que je retrace un peu tout ce parcours parce que même toi, je te l'ai jamais dit tout ça. Oui, bien sûr. Et donc, je me dis vraiment à force, j'ai vraiment envie de prendre des cours de chant. Philippe, donc mon mari, m'y a toujours assez invité. Il m'a dit, mais vas-y, tu verras, parce que t'aimes ça, mais ça va quand même te donner des clés et d'apprendre quand même un minimum de technique. Surtout dans ton domaine, effectivement. Et c'est vrai que le podcast était pour moi une bonne excuse. Parce que ça me permettait de dire, voilà, je travaille ma voix parlée aussi, plus que la voix chantée, parce que c'était presque un peu l'objectif initial. Et donc, j'appelle Harmonique et on m'explique, voilà, vous avez une audition, on ouvre les auditions c'était le 8 ou 9 avril. Et là, je dis quoi, moi, je vais passer une audition? Donc, j'ai commencé à préparer une chanson, 2 chansons. Et j'ai fait cette audition à laquelle tu faisais donc partie du jury, avec notamment le directeur de l'école, etc. Et c'était formidable parce que j'ai été accueillie par vous tous avec tellement d'ouverture. J'étais impressionnée. Je me mettais beaucoup de pression parce que, encore une fois, c'est impressionnant de passer une audition. Surtout quand t'es... Bon, moi, je me mettais certainement peut-être moins de pression que quelqu'un qui est pro. Je ne sais pas. Et c'est peut-être surtout parce que, en fait, ce que l'on ne t'avait pas dit, c'est que l'audition nous permet, nous, de poser un diagnostic et surtout de nous y repérer quant à ce que tu recherches exactement pour pouvoir t'orienter vers une formule qui va être totalement adaptée à tes attentes. Exactement. Parce qu'il y a énormément d'attentes, tu as vu, de formules possibles. Donc, l'audition est surtout un moyen de converser aussi avec toi et d'être au clair quant à tes attentes. Et à mes intentions aussi, peut-être, à mes objectifs, peut-être mon engagement aussi dans le processus, je pense. Exactement. C'est intéressant parce que même moi, finalement, quand je rencontre des personnes que je vais peut-être accompagner, le premier appel ou la première rencontre, c'est aussi de vérifier la motivation de l'autre et de voir comment il peut s'engager dans le processus. Tout à fait. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Et donc, j'étais ravie après l'audition. Et donc, on s'est mis d'accord pour commencer un travail ensemble. Donc, ça fait quelques mois déjà que tu m'accompagnes. Et la première fois que je suis donc venue chez toi, parce que même si ça fait partie d'Harmonique, tu donnes quand même des cours aussi chez toi quand c'est un individuel notamment. Et quand je suis arrivée chez toi, je fais une énorme intro, mais j'arrive donc devant cette devanture qui s'appelle Le Joli Roi de Naples. Voilà. Oui. Et il y avait un tag sur le volet. Et le tag, c'était, je l'ai pris en photo, Lili. L-I-L-I. Ah, alors là. Et j'ai halluciné. Je l'avais pris en photo en me disant, c'est fou. Si j'avais besoin d'un ultime signe que j'étais au bon endroit, que ce soit, tu vois, ça me donne des frissons, que ce soit le bon endroit pour ce travail ou même le bon endroit que ce soit avec la bonne personne, je te jure, j'ai vraiment des frissons. Et depuis, évidemment, le tag a été effacé. Il y en a eu d'autres depuis, parce que c'est un quartier où il y a qui est souvent tagué. Qui est souvent tagué. Mais voilà, je voulais te raconter tout ça, parce que je trouve que c'est une jolie histoire aussi. Et le Everything Happens for a Reason prend encore plus de sens là. Alors, tu me disais par rapport à ce nom, le Joli Roi de Naples, raconte l'histoire. Là, je pense que c'est une bonne introduction par rapport à cette On va parler de la phrase. voix après, on vous rassure. Donc, en fait,
quand on est arrivé là, on a décidé d'appeler ce lieu, de le rebaptiser le Joli Roi de Naples. Il s'appelait le Ruban Bleu, puisque c'était une mercerie. Et on l'a rebaptisé le Joli Roi de Naples. Là, cette fois-ci, c'est en hommage à Claudel. Claudel, dans le soulier de satin. Donc tu as une réplique qui appartient à Donia Musique. Ma fille s'appelle au passage Musique. Parce que Donia Musique, voilà. Et Donia Musique, dans une réplique, dit « Il y a un gentil roi de Naples pour musique. Et si vous ne me croyez pas, je vous casserai le petit doigt. » Voilà. Et cette réplique, on adore avec mon mari, puis c'est surtout que on a eu un chemin ensemble, un très long chemin ensemble. Et Claudel a été important sur notre route, l'œuvre de Claudel en fait. Voilà. Et donc on baptise la boutique Le Joli Roi de Naples et on fait des recherches ensuite concernant le Château Rouge. Et alors là, on s'aperçoit qu'il y a eu une bâtisse qui a été détruite en 1882. Notre bâtiment a été construit en 1882. Ensuite, avec les fondations, les briquettes d'ailleurs du Château Rouge, donc c'était une bâtisse avec des briquettes rouges. C'est pour ça que le quartier s'appelle Château Rouge. Oui, c'était véritablement une bâtisse avec tout un parc. Un parc avec des structures mauresques, enfin c'était absolument sublime. Je te montrerai un petit peu des gravures, j'ai des gravures. Et puis en faisant des recherches, mon mari me dit, écoute, c'est fou, mais j'ai bien l'impression que là où je suis, donc je n'ai pas donné mon adresse, là où je suis, c'est vraiment c'était l'entrée du Château Rouge. Et alors, en faisant des recherches, on s'aperçoit que Napoléon y a installé donc son état-major et le roi de Naples, qui est angevin d'ailleurs, comme moi, qui était angevin, a vécu là. Voilà. Alors là, on se dit, c'est quand même vraiment drôle. Et puis alors, pour terminer avec ça, l'histoire, moi à l'époque, mes cours de chant individuels s'appelaient le cercle Gabriel d'Estrée. Et pour terminer avec ça, en faisant des recherches historiques, la légende dit que Henri IV, donc qui était amoureux de Gabriel d'Estrée, eh bien, il conviait Gabriel d'Estrée. Donc, quand même, ça c'était quand même assez drôle, je te promets. Donc, la chose assez drôle. Mais voilà. C'est magnifique. Donc, alors, c'est amusant, tu vois, mais voilà, bon, ça illustre un petit peu la manière dont on peut après donner du sens à c'est ça. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi le sens qu'on veut y donner finalement, parce qu'il y a aussi plein de personnes qui en fait ne font pas attention à ces signes-là. Et puis d'autres au contraire qui en raffolent. Oui, complètement. Et moi je dois dire que, comme je te disais, existentiellement, je trouve que ce fait de donner du sens à toutes ces rencontres, à toutes ces synchronicités, ça ajoute au sel de la vie. Complètement, ça donne encore plus de sens à la vie. Ouais, je suis d'accord. Alors donc, on le disait, tu es professeur de chant et coach vocal. Oui. Et c'est intéressant, j'aimerais que tu m'expliques un peu pour toi la différence entre les deux. Parce que autant que moi, tu vois, je suis à la fois consultante, coach et formatrice. Oui. On n'a pas exactement la même posture, qu'on soit purement pédagogue ou qu'on soit coach. Tout à fait. Même si, évidemment, les frontières, parfois, sont assez troubles et qu'on peut se balader entre un peu tous les aspects de notre profession, finalement. Oui. Mais ça m'intéresse de savoir comment, toi, tu fais le distinguo et aussi pourquoi tu fais le distinguo entre professeur de chant et coach vocal. Oui. Professeur de chant, tu entames un travail avec une personne de longue haleine, tu construis un parcours avec l'intention de transmettre un savoir finalement qui est très construit, qui est avec qui se fait sur la longueur. Coach vocal, en fait, tu tentes de correspondre à des attentes qui sont précises, ponctuelles. Voilà. Et il est vrai que du coup, ça modifie complètement cette entrée en matière en ce qui concerne ta méthodologie, puisque là, tu dois en globalité encadrer tes objectifs, en fait, correspondre à des objectifs
La petite difficulté, je t'avouerai pour moi, qui me semble beaucoup plus professeur de chant, c'est de ne jamais lâcher avec des choses, avec des fondamentaux qui me semblent absolument essentiels. Tu vois? Et alors j'ai quelquefois des gens qui me disent, oui, mais là ça le fait, tu ne trouves pas? Ben, c'est là que je vois bien que tu vois, mon statut de professeur de chant prend quand même toujours un petit peu le dessus parce que quand même, je me dis, ah là 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 là, on peut aller tellement plus profondément, tu vois, plus. Mais il est vrai que dans ces cas-là, bon, tu, tu mets sous couvert un petit peu ça et tu te dis, non, non, écoute, contente-toi de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit content. Puis déjà, c'est bien quand tu arrives à tes objectifs. Tu vois. Est-ce que tu penses que le fait d'être professeur de chant a plus de légitimité que coach vocal? Sincèrement, oui. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est lié peut-être aux études? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors, j'ai fait des études très traditionnelles. Moi, déjà, j'ai commencé, j'étais dans une section aménagée, tu vois, au lycée. Et Ça ensuite, s'appelait pas CHAM à l'époque, non, j'imagine, mais c'est non, il y l'équivalent avait des plusieurs CHAM. formules. Voilà, Ouais. c'est ça. Et ensuite, comme tout le monde, le conservatoire. Et alors, par contre, là où mon parcours diffère un petit peu de celui de certains, donc évidemment conservatoire, voilà, Conservatoire très traditionnel. uniquement chant ou aussi instrument? Chant. Chant. Instrument, j'ai fait un petit peu de guitare aussi. Ok. Voilà, au conservatoire. Mais oui, uniquement chant très très jeune. Hein. J'ai commencé très très jeune. J'ai d'ailleurs, ça je te raconterai, mais une dérogation parce qu'à l'époque, le chant lyrique, moi c'était le chant lyrique. On était accepté, on avait 18 ans, j'étais acceptée à 11 ans. Voilà, mais je te raconterai comment s'est passé cette entrée cette entrée au conservatoire. Bah Et donc vas-y, raconte maintenant. Alors, voilà, donc au collège, mon professeur de musique me dit, donc j'avais 11 ans, et il me dit, il faut absolument que tu chantes. Mais moi, il voyait que j'aimais tellement ça. Donc t'aimais ça et t'avais forcément, enfin ça s'entendait que t'avais un genre de puis je prédisposition. faisais déjà du solfège, je faisais déjà de la musique, tu vois. Enfin, déjà, j'étais d'ailleurs à l'époque seulement dans une petite école de musique, tu vois. Je suis entrée à 8 ans, je faisais une petite école de musique. Il me dit, il faut absolument que tu chantes. Je dis, mais oui, c'est ce que je veux faire de toute façon. Je savais déjà que c'était ça. Et donc, c'est une question que j'allais te poser. Ah ouais. Et donc, il m'amène au conservatoire. Il me dit, je vais te présenter au professeur de chant. J'étais à Angers. Et je vais te présenter au professeur de chant. Il m'amène au conservatoire. Et c'est là que je vois mon professeur de musique, qui était quelqu'un de terrible. C'était vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout sympa, qui avait d'ailleurs une très mauvaise pédagogie, qui n'était pas du tout sympa. Et je le retrouve là, à côté de moi, sur un petit banc dans le couloir, tel un petit garçon. Il était tout comme moi. On était tout impressionnés. Et là, je rencontre ce professeur de chant qui me dit, tu vas assister à un cours. Et alors là, ça a été la révélation totale, quoi. Parce que, mais vraiment, la révélation de je veux chanter, mais je veux enseigner le chant. Ah ouais, à cet âge-là. Mais immédiatement. J'ai eu la chance d'assister à un cours. Alors d'abord, les morceaux étaient absolument fantastiques. C'était la fille qui chantait déjà vraiment très très bien, chantait les berceaux de forêt et la mort d'Iseult, donc Tristan et Iseult de Wagner. C'était d'une beauté invraisemblable. Et ce que j'ai immédiatement perçu, c'est cette relation entre un professeur et un élève, un apprenant, et ce qui se tisse, ce qui se trame, ce qui se joue d'un point de vue aussi humain. Donc il y a vraiment l'aspect, la musique pour moi, c'était absolument certain. Je voulais absolument travailler dans ce domaine, et le chant. Mais là, vraiment, la révélation de mais ce que je veux faire, c'est ça, c'est partager ça, c'est construire ça. Parce que pour moi, c'était vraiment le plus bel échange que je n'ai jamais connu. Alors le professeur me dit, mais normalement, pour le chant lyrique, on entre à 18 ans. Et pourquoi ? Parce que pour la maturité de la pour voix. La maturité, voilà, que le larynx se soit déjà formé. À l'époque, c'était ça.
Et en fait, il me dit, écoute, on va travailler musicalement, mais oui, je veux bien t'accepter. Donc, il m'a auditionné, il m'accepte. Donc, mon prof de musique était très content. Et encore comme un petit Super garçon, fier. on est repartis tous les deux, mais comme deux enfants. Et là, j'ai découvert aussi, au passage, je me suis dit, mais cet être qui est mais tyrannique au collège, là c'était, mais je le voyais dans sa petite, toute sa vulnérabilité. Peut-être qu'il Tout était chose. tyrannique parce que justement il ne savait pas comment C'est poser sa pédagogie, c'était une catastrophe. autrement, alors qu'il était en fait évidemment très sensible. Ouais. C'était une catastrophe. Puis à l'époque, on n'apprenait pas tout ça. On n'en parlait pas tu sais, du même tout. encore maintenant, même la pédagogie, tu sais. Ouais. Les gens ne sont pas tellement formés. Hein. C'est pas assez encore. Non. Il reste encore beaucoup à faire. Hein. Et voilà, donc, et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et c'est comme ça aussi que j'ai su immédiatement que je me formerais en tant que chanteuse, mais je voulais enseigner. Mais donc, tu as quand même une carrière de chanteuse aussi, n'est-ce pas? Ah ben oui. Voilà. Mais oui, parce qu'il a fallu quand même, évidemment, passer par là. Est-ce que tu es obligée d'ailleurs d'être chanteuse, donc lyrique en l'occurrence, avant d'être professeur de chant, tu penses? Justement, je parlais de légitimité tout à l'heure. Je pense que c'est un atout énorme. Enfin, en tout cas, comme je l'envisage moi, et puis bon, à l'heure actuelle, on réclame aux professeurs de chant, bien sûr, de performer en pédagogie, mais de connaître aussi l'instrument, parce qu'à une époque, on ne connaissait pas l'instrument. Moi, dans mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir de pouvoir accéder à cet acquis grâce à une rencontre, là encore, qui m'a permis de travailler avec le monde scientifique, qui m'a permis vraiment d'y voir clair avec l'instrument lui-même. Mais alors, le chant lyrique, le geste est tellement décuplé, tu vois, le geste est très ample. Très ample. Quand on compare, comparativement, par exemple, si on chante de la chanson, le chant lyrique réclame quand même une forme de performance. Donc, du muscle. De tout un instrument, comme ça se passe, tout ça. Je pense que quand même, tu accèdes tu t'aperçois les possibilités de l'instrument, en fait. Et puis, les dangers aussi que tu encours, qui te permettent d'y voir beaucoup plus clair lorsque tu suis ensuite, puisque comme tu le sais, je suis ensuite énormément de chanteurs qui pratiquent vraiment tout répertoire. Mais je pense que tu es quand même beaucoup plus au clair. Ça ne suffit pas pour pouvoir après accompagner des personnes qui décident, eux, de pratiquer d'autres répertoires. Mais moi, je pense que c'est vraiment une base qui est, pour moi, nécessaire. Oui. Je pense que c'est un atout majeur. Oui, je suis d'accord. Ah oui. Avant de rentrer en détail justement dans tes accompagnements, qu'est-ce que tu as chanté et où? Ça m'intéresse quand même. Ça, je ne le sais pas. Ah ben oui. Alors, donc, comme je te dis, j'ai commencé assez tôt, donc très vite. Alors déjà, j'étais la petite soliste, tu vois, dans des concerts où on donnait des oratorios. Les oratorios, tu sais, ça peut être la Passion, selon saint Matthieu, selon saint Jean, toutes ces œuvres qui sont chantées sans mise en scène. Alors très très vite, déjà, j'ai commencé donc à l'église. Pas forcément, dans des salles de concert, tu vois, au lycée notamment, on donnait aussi pas mal d'œuvres comme ça. On se baladait, on s'est baladé en Belgique, aux Pays-Bas, des choses comme ça. Puis j'étais la petite soliste, tu vois, de ces œuvres-là. Donc j'ai commencé quand même assez tôt ça. Alors évidemment, les oratorios. J'ai chanté des répertoires variés. L'une des étapes qui a été intéressante, par exemple, j'ai fait partie d'un petit ensemble vocal, donc on était peu par voix, et là on a fait vraiment de belles salles, on a fait de très belles salles, dont comment s'appelle cette salle qui a été refaite, Pleyel. Pleyel, tu vois, ce genre de salle. Là on faisait surtout de la musique ancienne et de la musique contemporaine. On faisait ces grands écarts, souvent c'est assez traditionnel, ce genre d'ensemble vocal. Ça a été très très formateur. Donc surtout du lyrique, surtout des oratorios, des opérettes, de l'opéra comique, choses comme ça.
Théâtre de Paris, ça par exemple, tu vois, de l'opéra comique. Qu'est-ce que j'ai fait? Et alors, parallèlement, je gagnais aussi ma vie en tant qu'étudiante en chantant là dans des groupes de rock. J'ai chanté chez Foreigner par exemple, c'est le groupe de Ah rock américain, ouais! où là je faisais leurs concerts, on enregistrait aussi. Ah ouais! Et pour la petite histoire, il m'est même arrivé le même soir de chanter avec eux, faire le Zénith par exemple avec eux, et d'avoir le même soir La Passion selon Saint Matthieu ou Saint Mais non, Jean, tu vois, le même soir. Je peux te dire que là, le grand écart c'est génial. et d'atmosphère et vocal était... là, il y avait vraiment des grands écarts. Mais te connaissant un peu maintenant, je sais que c'est ce qui te fait kiffer aussi, en fait. Oui. Et cette diversité. En tant que professeur de chant, c'est ce qui m'a intéressée parce qu'il est arrivé un moment où je me suis posé la question quand même de est-ce qu'il est indiqué de pouvoir pratiquer parallèlement autant de répertoires, parce que j'ai fait plein d'autres trucs. Ah oui, tu veux dire pour l'outil même, pour l'instrument de la voix même, parce que c'est quand même pas la même vocalité, et notamment quand un même soir tu changes de vocalité comme ça, je peux te dire que là tu as l'impression c'est toute une réorganisation en fait de ton instrument. C'est intéressant. C'est toute une réorganisation. C'est pour ça, par exemple, que les gens, tu vois, là, par exemple, parmi mes élèves, les chanteurs lyriques ont quelquefois, donc, lorsqu'ils font des événementiels et qu'on leur demande de faire, tu vois, de sauter comme ça du coq à l'âne, me disent « Oh mon Dieu, alors là, tu vois, là, ça va être compliqué, surtout que tel morceau est placé avant un autre. » Et là, pour pas m'écraser derrière, non, c'est complexe cette histoire. Et c'est là où du coup, je me suis dit, j'ai intérêt de connaître l'instrument d'une manière assez profonde pour pouvoir jongler et permettre aux autres de jongler aussi d'un répertoire à l'autre, mais avec une connaissance quand même suffisamment approfondie de l'instrument lui-même. Alors, comment est-ce que tu as fait ça? Parce que j'ai lu... Alors, il y a très peu de choses sur toi sur Internet. Oui, T'es hyper secrète. Rien. Je ne mets rien. Et ça, c'est une volonté, n'est-ce pas? Ou c'est plus parce que t'en as pas le besoin ou... Écoute, en fait, j'en ai pas eu besoin. Parce que, aussi bien professionnellement, j'ai eu vraiment la chance de travailler pas par bouche à oreille. Voilà, c'est ça. J'ai jamais eu besoin, tu vois, de chercher du boulot, en fait. Eh oui. Donc ça a été vraiment une chance. Donc du coup, je ne mets rien, d'autant que j'ai pas eu une carrière fulgurante, tu vois. J'ai pas des choses à mettre, tu vois, incroyables. Il y a des choses, si j'avais enregistré à l'époque un album de musique ancienne. Je ne sais même pas ce qui est devenu ce truc-là, tu vois, je ne sais même plus. Mais je n'ai pas fait une carrière qui méritait, tu vois, d'étaler. Oui, j'entends. Enfin, tu vois, d'étaler des choses. Mais alors, donc, je reviens au... Donc, j'ai lu que tu avais pas mal collaboré avec le CNRS. Oui. C'est peut-être toujours le cas, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors... en fait, je continue vraiment de lire, de me documenter. Ça, Ah oui. Ça, alors là, pour moi, ça a été une étape absolument essentielle, essentielle dans mon cheminement. En fait, j'ai eu la chance j'avais, je sais pas quel âge, j'avais 19-20 ans, de rencontrer un maestro, un professeur, pour le coup, un professeur de chant, lui qui avait fait une très très grosse carrière d'opéra, qui collaborait avec le CNRS et qui m'a associée à ses travaux. Donc, j'allais là-bas, ce qui était formidable. Comme une stagiaire, quoi, un peu. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et donc, ce qui était formidable, c'est qu'on pouvait déjà visualiser. C'est ça qui est complexe avec cet instrument. C'est comment, donc en fait, c'est quoi? C'est filmer les cordes vocales pendant... Exactement. C'est ça? Ouais. Tu pouvais même t'essayer toi, tu vois, à produire, à chanter, et là voir, tiens, l'accollement de mes cordes vocales, là, ça
ah, ça colle pas tout à fait de la même manière. Tiens, ah oui, alors là, tu te posais vraiment des questions. Ah oui, alors là, la pression, tu vois, la pression de l'air, tout ça. Et donc, tu pouvais visualiser les choses. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une révélation Ah. de pouvoir m'essayer, tu vois, Mhm. réellement, et de pouvoir Et finalement, visualiser les choses. voilà, en faisant ces exercices sur toi, c'est comme ça que tu as pu acquérir de plus en plus de connaissances et donc de pouvoir les Mais oui, et transmettre. puis alors là, on était assez nombreux, tu vois, donc on pouvait voir les autres s'essayer aussi. Génial. Et là, ça permettait d'objectiver un petit peu aussi, tu vois, les choses. Parce que Hmm. chaque professeur de chant a ses chevaux de bataille, Sa tu technique, vois, sa sa technique. méthode, bien Mais sûr. quand même, il y a quand même des paramètres physiologiques qui sont absolument nécessaires, moi je pense, de connaître afin de gérer, tu vois, d'orienter les personnes vers tel type d'émission ou une autre. Il y a quand même des fondamentaux qui Hmm. résistent. Que tu sois chanteur lyrique, que tu sois chanteur de comédie musicale, de gospel, voilà. Et alors Hmm. là, maintenant, c'est ma mission chez Harmonique, voilà, de permettre à toutes ces personnes d'y voir clair, Mhm. mais c'est d'être voilà, en sécurité vocalement, déjà vocalement parlant, et puis de pouvoir se permettre des types d'émissions différents, de pouvoir explorer, justement, Hmm. tu vois. Explorer, mais en sécurité. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, ce terme de sécurité, parce que c'est vrai que c'est exactement ce que je ressens depuis que je travaille avec toi. Ah bah, ah, Tu vois, je t'ai notamment, tu te souviens, on a travaillé très particulièrement quand en septembre dernier, j'ai animé des formations chez S-Mode oui, pendant 4 jours d'affilée. Et en amont, je t'avais dit, ça me faisait un peu peur parce que parler, en plus, j'étais pas amplifiée, c'est-à-dire que j'avais pas de micro dans des salles qui pouvaient être différentes et parfois j'avais voilà un grand groupe, etc. Et donc de parler et tenir sur la durée sans trop me ah fatiguer mais oui, la voix. Et bon, je dois dire quand même que arrivé le vendredi, je commençais un peu à fatiguer, ouais, ce qui est mais ce qui est absolument normal normal, ce qui est finalement. normal. Ouais. Mais je sais que grâce à toi et à tous les exercices que tu m'as donnés et ce qu'on a fait comme travail déjà en amont, et notamment de prendre conscience de tout l'espace autour, en Oui, fait, et de pas ouais, ça juste c'est très parler important. devant, mais de Hmm, parler sur les côtés, oui, de parler oui, derrière. oui, Ça, oui, c'est oui. un des trucs que tu m'as donné, c'est hyper intéressant. Eh bien, ça m'a permis justement de ne pas être épuisé vocalement et d'assurer cette formation complètement. Donc je trouve que c'est intéressant. Et là, c'est plus presque la dimension de coach vocal, justement. Oui. Ah Mais, oui, 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 mais oui, je trouve parce que que là, c'est très intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire que là, on parle de chanteurs, évidemment, oui. mais tu n'accompagnes que des chanteurs professionnels ou pas Non, des Non, non, amateurs non, aussi. non, Hein. parce que dans le cadre d'un conservatoire, Moi, tu en sais, j'ai un l'occurrence, je suis pas... mi-temps Voilà, en ouais. conservatoire. J'ai aussi des personnes, non seulement qui ne sont pas chanteurs professionnels, mais des personnes qui n'ont même aucune éducation musicale, qui arrivent sans aucune éducation musicale. Et alors là, c'est drôle parce que dans ma classe, j'ai des gens qui me suivent là-bas, puisque je suis en région parisienne, là, au conservatoire, Mhm. des chanteurs professionnels qui me suivent, voilà. Et j'ai aussi des gens qui, alors là, vraiment partent complètement, mais totalement neufs, tu vois, enfin, qui n'ont Et pourquoi ils aucune. viennent te voir? Les. Les amateurs, par exemple. Bah, j'ai des jeunes qui ont très envie de chanter. Mhm. Je pense aussi des gens qui ont, voilà, qui ont envie de se faire du bien aussi avec le Mhm. chant. Où tu sens que le chant est un prétexte, tu vois, un prétexte. De temps pour soi. Oui, Ouais. ouais, oui, je pense. Mais en ce qui concerne les jeunes, là, il y a véritablement une envie de chanter, tu vois. Mhm. Et Et ça, puis, tu le sens de plus en plus. ah oui, là, par exemple, dans ma classe cette année, j'ai vraiment des jeunes qui, ah oui, 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 qui veulent vraiment, Mhm. qui désirent chanter, oui. Ouais. Mhm. Dont certains, je pense, feront ça même professionnellement. Je pense que ça, c'est même certain. Et alors, justement, par rapport à la voix, tu sais, l'un des thèmes que j'avais envie d'aborder avec toi, on en a parlé un peu avant, ben, c'est justement l'impact de la voix sur le leadership, puisque le Oui, leadership, c'est oui, évidemment oui, un oui. des aspects que je travaille énormément avec Oui, oui. mes clients.
Et puis même en formation, parce qu'évidemment, ça a toute son importance aussi, que tu sois pédagogue ou manager, enfin voilà, ou même un parent, ou même juste son leadership personnel pour avancer dans la vie. Le fait d'être drivé, d'avoir quelque chose qui te guide, qui t'anime, ça fait partie du leadership. Et d'être d'abord soi-même engagé et vraiment moteur avant de pouvoir guider les autres, évidemment. Et donc, ça m'intéresse d'avoir ton avis justement sur l'impact de la voix sur le leadership. Pour moi, c'est énorme, effectivement, parce que là, par exemple, tu vois, la manière dont je te parle, bon, il n'y a pas un engagement extrêmement, important, là. Mais si je me retrouve face à un groupe, ou si je me retrouve dans une situation délicate, tu vois, par exemple, on parlait d'audition. Ouais. On parlait d'audition ou d'entretien. Il m'est arrivé un truc tout bête. Il m'est arrivé lorsqu'on m'a proposé de me te titulariser. Voilà, de me titulariser. On me dit, écoutez, vous allez avoir un entretien à Versailles avec 10 personnes. Vous allez avoir un entretien, très bien. Alors, la chose, il va falloir que vous lisiez, que vous appreniez même. Il y avait tout un fascicule qui concernait la vie d'une commune, qui vide les poubelles, qui ci, qui ça. Et alors là, je me retrouve face à ça et je me dis, mais je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de ça. Parce que tu n'en avais pas l'envie. Ah non, puis alors vraiment, j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Donc, je suis allée à l'entretien en sachant que je ne pouvais pas répondre à 50% des réponses. Oui, alors excuse-moi, je fais une parenthèse. Moi, tu sais, mon mari est artiste et enseignant, et je sais qu'il a passé beaucoup notamment d'entretiens comme ça, puis même dans le DE. En fait, c'est vrai que comme un conservatoire a une mission territoriale. Tout à fait. Donc de rayonnement local et même au-delà. En effet, il y a des questions très importantes pour eux sur le territoire. Donc la commune, le département, la région. Ouais. Alors bien sûr, je n'y suis pas les mains dans les poches, tu vois, mais franchement, il y avait quand même des rubriques. Je me dis, je vais m'en passer parce que là, non. Et en fait, c'était le fait d'assumer, tu vois, et de pouvoir dire véritablement à ces personnes, alors, je pense que je suis la personne de la situation en ce qui concerne mon poste, mais ça, je ne peux absolument pas vous répondre à ça, je vous le dis franchement. Alors, ils ont essayé un petit peu de me coincer, et c'était drôle parce qu'ils s'y prenaient, tu sais, un peu comme dans les écoles de commerce. Je sais, parce qu'on a préparé ma fille à ça. Alors, ils regardaient leur montre, ils simulaient, tu vois, des trucs, mais c'était très drôle. Alors, bon, moi, connaissant un peu la manière dont on peut, tu vois, tenter de déstabiliser quelqu'un, tu vois, de cette manière-là, ça m'a absolument pas impressionné. Mais surtout, c'est là que je me dis, alors, je vais changer quelque chose. Là, au lieu de parler, tu vois, de cette manière-là, là, tout à coup, je parle un petit peu d'une autre manière, tu vois, et tout à coup, t'as vu, je me suis reculée. Mais oui, t'as vu comment cette manière, tu vois, cette manière d'envisager simplement comment prononces-tu tes mots. Là, immédiatement, tu vois la manière dont je prononce cela. Je suis beaucoup plus installée dans mon corps. Je respire d'une autre manière, tu vois. Je suis moins oh là là, oui. Alors malheureusement, tu vois, ou là je sens bien que, tu vois, là, ça n'est pas du tout la même gestion du souffle, mais qui me raccorde à mon corps d'une autre manière. Ta racine. Voilà, qui m'enracine, qui fait que émotionnellement, je suis beaucoup moins en proie à être déstabilisée. Et puis, c'est surtout tout à coup, je vois que les 10 personnes face à moi, là, me regardent d'une autre manière. Là, ils ne regardaient plus leur montre. Et là, j'ai installé, je me suis bien installée face à eux en disant que ça, de toute façon, je n'avais pas révisé cette partie-là, mais ce pourquoi, j'ai mis l'accent sur ce pourquoi j'étais effectivement la personne de la situation et que voilà, et ça s'est très bien passé. Mais je peux vraiment l'élément, le fait d'avoir conscientisé, tu vois, simplement cet outil a changé moi totalement ma manière de vivre
de vivre cette situation et a eu une répercussion aussi immédiate sur la manière dont j'étais perçue. Et tout à coup, ça s'est vraiment très bien passé. Donc, tu vois, c'est un petit exemple, mais effectivement, tu me parlais tout à l'heure de cette histoire, tu vois, d'avoir une émission aussi, une émission donc parler, qui n'est plus seulement je parle devant parce que quand je prononce, je veux projeter ma voix, tu vois, tout devant, mais qui est de prendre un espace, tu vois, de parler en conséquence d'un espace donné, mais c'est aussi embrasser tous les gens qui sont autour de toi. C'est cette prise de conscience d'habiter, en fait, d'épouser un espace beaucoup plus vaste et les gens se sentent beaucoup plus concernés, tu vois. Donc ça, c'est quand même... c'est important. Et puis toi-même, lorsque tu offres de cette manière-là, tu t'installes dans ton être avec cette perspective. Donc tu n'es toi-même, tu es beaucoup plus ancré, beaucoup plus, tu vois, tu as une force qui n'est plus la même et tu te ressources, tu te fatigues aussi nettement moins, tu vois. Tu dépenses une énergie mais qui te ressource en même temps. Donc tu ne te fatigues pas du tout, tu vois. C'est fascinant, mais c'est vrai. Et c'est très intéressant de voir aussi comment on peut travailler, et on doit travailler différemment la voix parlée de la voix chantée. Parce que, tu vois, juste avant qu'on commence l'enregistrement, je te racontais que j'étais en début de semaine dans la forêt pour enregistrer l'épisode juste avant le tien, donc avec Anne-Caroline Fray de Loire-Vallée Lodge. Et d'ailleurs, dans l'épisode, je raconte que avant l'enregistrement, j'ai été me balader dans la forêt, puis j'ai fait un peu des exercices, puisque voilà, tu donnes beaucoup d'exercices et en fonction des besoins. Oui. Moi qui ai notamment eu pendant des mois une voix très fatiguée, hein, tu le sais, j'ai eu des soucis, et tu m'as notamment vraiment aidée sur aussi comment chauffer la voix d'une façon adéquate par rapport à ma situation actuelle. Donc ça, c'est très important. Et je me suis retrouvée en train de marcher à chanter. Et je n'avais pas remarqué que j'avais enregistré avec mon iPhone, tu vois, avec mon dictaphone, sans faire exprès, je me suis enregistrée. Donc voilà. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais enregistré. Du coup, je me suis dit, je vais le refaire. Et donc, je vais réenregistrer, je vais rechanter. Et je t'ai fait écouter tout à l'heure le deuxième enregistrement, c'est-à-dire celui où j'étais consciente que j'enregistrais. Oui, voilà. Et c'est très intéressant. Alors, déjà, on s'est quand même rendu compte que le fait d'être comme ça dans la nature, dans la forêt, c'est incroyable. Il y avait quand même une connexion, et puis je remplissais l'espace, je crois. Tu m'as dit quelque chose comme ça. Et puis, tu as senti que je marchais, alors que ça ne s'entendait pas la deuxième fois. Et après, je t'ai fait donc écouter le premier, où c'était à mon insu, et c'était vachement mieux. Bah oui. Mais oui, parce que là, du coup, on n'est plus en train de se regarder faire la chose. Hein. C'est comme un comédien qui tout à coup se regarde faire. Ça n'a plus du tout la même portée artistique, par exemple. Mais c'est qu'en fait, quand on essaie de prendre conscience, quand on se regarde faire, la coordination n'est plus du tout la même. En fait. C'est pas naturel. Cette synergie, mais oui, voilà. Et c'est ce qu'on tente de retrouver. C'est une synergie naturelle. Mais c'est ça qui est complexe d'ailleurs à retrouver, hein, dans le geste vocal. Donc il y a aussi ce lâcher prise, puisque tu ne savais pas que tu étais enregistré. Ouais. Donc ce lâcher prise, qu'on tente nous de retrouver aussi artistiquement, qui est si complexe à retrouver en fait, hein, qui est vraiment pas évident, mais participe au fait que l'instrument du coup se coordonne aussi bien lui-même, mais avec avec l'émotionnel, avec un espace donné, on est beaucoup plus présent à ça, tu vois. Et puis, effectivement, en ayant entendu cet enregistrement, ce qui était absolument formidable, c'est que du coup, ton geste était vivant. Tu vois, c'est comme en calligraphie, quand tu veux
Tu vois, quand tu veux t'appliquer, quand tu fais de la peinture, quand tu t'appliques, tu vois bien que le trait n'est pas vivant. Non, c'est vrai. N'est pas vivant, c'est exactement la même chose. Hein. Et un geste spontané, alors il va peut-être être gauche, mais il est vivant. Il est vivant, Et c'est ça qu'on tente aussi de retrouver, d'autant que ça participe, là sur le plan véritablement aussi technique, ça participe à coordonner l'instrument, quoi. Mais là, il y a cette mise en adéquation de tellement de phénomènes, tu vois. Et tu vois, c'est génial que tu aies autant dit vivant, parce que Anne-Caroline Frey, donc, ce lieu, elle n'arrêtait pas de dire dans l'interview que c'est un lieu vivant. Oui. Et en effet, on est dans la forêt, mais je veux dire, même un lodge est vivant. Enfin, et il est vivant aussi parce qu'il évolue au gré des saisons, évidemment, mais même des besoins, des envies. Oui. Et c'est assez magique. Mais tu vois, finalement, en t'écoutant, je me dis, OK, est-ce que pour la voix parlée, c'est conscientiser, je reprends le terme qui est important, et pour la voix chantée, c'est plus le lâcher prise. Et finalement, entre les deux, non, il faut les deux pareil. Les deux. Ouais. Conscientiser nous permet de pouvoir retrouver ce geste coordonné, tu vois. Il faut quand même en être conscient. Qu'est-ce qui se passe, de pouvoir soi-même. Pourquoi là, voilà. Pourquoi là, tu vois, là, je suis moins à l'aise. Mais en fait, tu peux avoir, par exemple, et c'est là où le coaching, tu vois, on parlait du coaching tout à l'heure, tu as des outils qui permettent immédiatement de coordonner l'ensemble. Tu vois, quand même, des outils techniques de te coordonner, d'accorder l'instrument. C'est vraiment ça, d'accorder l'instrument. Le petit souci, c'est que pour garder une synergie, tu vois, qui soit adéquate aux fluctuations. Je parle plus fort, je parle moins fort, mais tu vois, pour garder la même intensité, garder la même présence, là, il y a quand même des modifications, il y a une mise en équilibre perpétuelle qui s'exécute, et là, il faut être conscient des paramètres qui diffèrent un petit peu. Tu vois, c'est ça, en ça que la technique vocale, enfin l'apprentissage. Mais la technique même d'un instrument, tu vois, encore une fois, pareil. Tu vois, Philippe, mon mari, je sais que il travaille tous les jours son instrument, parce que, et c'est comme des danseurs, enfin mais oui. Plus tu travailles, justement, plus la technique est intégrée, plus elle va devenir, voilà, exactement, plus elle devient naturelle. Et parce que l'objectif, c'est quand même de se libérer, voilà, de toute contrainte. Pour pouvoir avoir cette liberté artistique de faire exactement ce que l'on souhaite faire. Et ça, c'est la même chose pour tout. Tu vois, moi qui travaille beaucoup avec des designers, des architectes, mais même photographes, une illustratrice, etc. Tu parlais tout à l'heure de calligraphie, j'ai tout de suite pensé à elle, Aurore. Et c'est incroyable parce qu'en effet, c'est la même chose si tu as un travail de commande, par exemple, et que tu dois absolument faire, tu bloques. Alors que si tu es dans ton plus un travail personnel ou que tu as acquis tellement d'expérience que tu arrives pour un travail de commande à te mettre dans une posture de liberté créative totale. Complètement. Ça change tout. Ah oui, ça change tout. Ouais, c'est magique. J'ai noté, parce que tu sais, j'enregistre tous mes cours avec toi. Oui. Et parfois, je note des quotes parce que j'adore. Et je reviens justement sur... je vais en donner deux. La première, c'est en écho avec ce qu'on disait sur le fait de vraiment prendre conscience de tout l'espace. Oui. Et tu as dit notamment, la présence, c'est prendre tout l'espace, mais sans s'y perdre. Pas dans une dilution de soi. Oui. Et ça, je pense que ça peut parler à tout le monde. Oui. Et comment... C'est se rassembler. Et comment ta voix peut, ou en tout cas des exercices vocaux, peuvent t'aider à ça? Alors, le fait de se rassembler, par exemple, il y a... Tu sais, je t'ai parlé de cet orthophoniste qui s'appelle de la Bretèque. Donc je le cite parce que vraiment, je trouve que ces bouquins sont de très très bonnes références. Tout le monde a entendu parler de ça quasiment. Il y a l'exercice de la paille. Pour le faire correctement et pour en comprendre vraiment l'intérêt, je conseille à tout le monde de lire son bouquin sur le souffle. À l'origine du son, le souffle. Donc c'est Benoît, ami de la Bretèque. Voilà. Aux éditions Solal.
Voilà. Donc, on le connaît parce qu'il il est à l'initiative de cet exercice de la paille. Lorsque tu pratiques cet exercice, en fait, tu canalises. C'est comme si tu canalisais le son. Donc, je vais essayer d'être très simple. Ouais. Je canalise. Lorsque je canalise le son, tu vois, Comme si tu le faisais uniquement dans une dans paille. une petite paille fine. Voilà. Ah, par contre, attention au passage, ne pas serrer les mâchoires, ne surtout pas se coincer derrière. Mais voilà, donc tu canalises en fait le son, en fait tu régules le débit d'air, puisque pas d'arrivée d'air massif comme ça ou brutal, parce que sinon tu vas bien voir que ça bloque, les cordes vocales se révoltent. Et puis au passage aussi, du coup, tu donnes plus d'intensité, tu vois, beaucoup plus d'intensité à ce que tu dis. Et puis, au passage aussi, quand même, alors là, je vais un petit peu trop loin dans les détails, mais quand même, ne pas avoir peur, parce que les gens disent, oui, mais on m'a dit d'ouvrir énormément entre les deux mâchoires, d'ouvrir la bouche. Oui, ce qui est formidable, c'est quand tu canalises au bon endroit, les ouvertures qui doivent se faire ailleurs se font aussi beaucoup plus naturellement. Donc, ne pas trop avoir peur de ça. Enfin bon, de toute façon, lisez son bouquin. Là, vous allez avoir toutes les explications. Voilà. Mais quand comme, là, ça concerne vraiment l'émission vocale, mais pas seulement. Tu vois, moi, quand je te parle comme ça, tu sens que ma diction est tout à fait convenable, tu vois. Donc je m'empêche pas de, tu vois, je m'empêche pas t'es de pas parler. serré comme ça. Non, Ouais, au contraire. je ne m'empêche pas de parler. Au contraire, ma diction est encore un beau Précise. plus précise, voilà, plus précise. Et surtout, je sens aussi mon corps est beaucoup plus installé, tu vois, Et beaucoup tonique. plus, ben, bien sûr, Ouais. plus engagé. Ouais. Voilà. Ça permet à mon corps de s'engager. Et du coup, effectivement, ben là, la manière dont on est perçu, ça change aussi, ça change vraiment la donne, quoi. Vraiment. Ah bah oui. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça parle à tout le monde, parce qu'on a, quel que soit notre métier, on a tous besoin à un moment de parler, de convaincre, d'attirer l'attention Oui. positivement. Avec le moins d'efforts possible. Voilà. Ouais. Sans que ce soit, tu vois, En un force, combat. ni crier. Jamais. Ouais. C'est là où le chant est quand même formidable, c'est que le chant, enfin, l'exercice du chant, c'est comment déployer le plus disons, le plus je ne sais pas comment nommer ça. Je ne sais pas. Comment se déployer au plus riche, mais avec le moins d'efforts possible. Parce que là, vraiment, c'est avec le plus de souplesse, le plus de confort, le plus de bonheur possible, de joie. C'est vraiment, c'est surtout pas un combat, c'est surtout pas. Mais tu vois, c'est tellement une allégorie de la vie finalement, parce que Oui. tu sais, tu parlais d'école de commerce tout à l'heure, mais il y a un peu une règle, j'ai oublié le nom de ce principe, pourtant je connais que ça, mais c'est un peu la règle des 80-20, c'est-à-dire de produire 80% avec 20% d'effort. Oui, c'est ça. Et c'est un peu la même chose finalement. On parle d'efficience en fait. Ouais, exactement. C'est ça, d'efficience. Ouais. Et non plus d'efficacité. Mais c'est très dur, notamment pour les sensibles, hypersensibles, artistes, etc. Parce qu'on croit qu'il faut en faire encore plus pour justement prouver sa légitimité. Encore, c'est un terme que j'emploie beaucoup, mais parce qu'évidemment, il revient énormément dans tous ces profils un peu atypiques. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que même moi, j'ai passé... Pourquoi j'ai eu 4 burn-out dans ma vie professionnelle ? Ouais, 4. Je les raconte dans mon premier épisode. Parce que justement, j'ai toujours cru qu'il fallait que j'en fasse encore plus, que je prouve encore plus. Alors que ce que j'apprends et même ce que j'essaye de transmettre de plus en plus aujourd'hui, c'est moins mais mieux finalement. Oui, tout à fait. Tu vois ? Et puis, je crois que dans nos carrières, comme c'est ma fille qui me disait, elle me dit,
ce qui est très compliqué quand même dans un parcours artistique, c'est que ça n'est jamais suffisant. Donc, il est très très facile de se laisser déborder par ces choses, parce que le parcours n'est jamais terminé. Et je crois que plus on avance, plus on s'en réclame finalement. Parce que plus on s'aperçoit de ce qu'il y aurait à traverser avant d'arriver à un petit bout de perfection. Donc il est très 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 vite fait de se laisser déborder. Et à la fois, c'est vrai que ça réclame un boulot, mais énorme. Un parcours artistique réclame un boulot, mais énorme. Et de rabâchage aussi. C'est quand même c'est un boulot énorme, énorme. On a en commun notamment le fait d'accompagner tant en individuel qu'en collectif. Oui. Et ça m'intéresse de savoir un peu comment toi tu te positionnes et comment tu le vis. Parce qu'évidemment, c'est vrai que le groupe, il y a une dynamique de groupe qui est assez magique. Ouais, c'est génial. Mais qui est aussi très challengeante. Ouais. Qui est quand même plus fatigante aussi. Enfin, il faut s'y préparer encore plus, etc. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est ce que je dis par exemple en formation. C'est toujours intéressant. Les questions qui surgissent vont forcément aider les autres. Alors qu'en individuel, tu as uniquement tes propres problématiques. Mais évidemment, le fait d'être en one-to-one permet quand même aussi d'aller tellement précis et en profondeur. Donc moi, j'aime les deux. Et je pense que les deux ont leur place, etc. Mais ça m'intéresse de savoir comment toi, tu me disais un peu tout à l'heure en off que tu te rends compte que tu installes finalement plus facilement ton autorité naturelle en individuel qu'en collectif. Là, ça dépend. Ça dépend à quel endroit. Ouais. Je crois qu'au conservatoire, c'est pas le cas, par exemple, quand je suis chez Harmonique et que j'ai les groupes. Là, franchement, tu vois, mon autorité naturelle me suffit vraiment à mon confort de pouvoir, comme on disait tout à l'heure, se déployer, tu vois, en toute liberté. Au conservatoire, pour certaines personnes, comme je te disais, il y a moins cette exigence, tu vois, d'un résultat qui soit professionnel. Donc, tu sais que c'est plus fatigant, ça. C'est beaucoup plus fatigant pour moi. Parce qu'il y a moins d'engagement. C'est plus fatigant parce que je ne peux pas lâcher. Oui, puis moi, je ne peux pas lâcher quand même avec toujours cette histoire de quand même d'aboutir à un résultat qui est destiné, parce qu'on donne quand même pas mal de concerts, il faut quand même que quand on monte sur scène, tu vois, ce soit audible et visible, tu vois, donc quand même pour les autres, par respect pour un public. Voilà. Et alors, donc les gens s'exigent quand même un petit peu moins. Et là, c'est là que, tu vois, ça devient un petit peu plus complexe d'installer, et il le faut, tu vois, un cadre qui soit quelquefois plus musclé. Tu vois, plus musclé. Et moi, c'est pas, tu vois, c'est absolument pas mon inclinaison naturelle. Moi, je suis pas du tout quelqu'un, tout ce qui est autoritarisme, tout ça, pour moi, c'est non seulement c'est impossible à... Tu vois, c'est tellement pas ma personnalité, mais je peux même pas le vivre. Hein. Moi, petite, je me sauvais de partout. Dès qu'il y avait une parole plus haute qu'une autre, je me sauvais de l'école ou, tu vois, je supporte pas ça. Mais tu vois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que plutôt que plus musclé, je pense qu'il faut qu'il soit plus clair, le cadre. Mais bien sûr. Et ça, c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde, parce que finalement, si ton cadre n'est pas vraiment respecté, c'est qu'il n'était pas assez clair. Tout à fait. Au départ. Je suis d'accord. Et c'est vrai que je t'ai fait une suggestion. Oui. Et parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué. Tu vois, quand tu es en formation, tu n'as pas besoin de recadrer quelqu'un. En revanche, quand tu es manager d'une équipe, oui. Et là, toi, quand tu es professeur, ça peut arriver aussi. Ah, mais oui. Et donc, comment le faire alors qu'on est dans le groupe ? On dit toujours que... Parce que c'est plus délicat. Ben, voilà. Alors, humainement, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Humainement, ce qui est beaucoup plus délicat, moi, je me suis aperçue que là où on peut glisser d'une manière plus inconfortable au sein d'un groupe, c'est dû au fait que les gens sont témoins, les autres sont témoins de ce que vit quelqu'un qui est en difficulté, par exemple. Quelqu'un qui est en difficulté. Par empathie, tu peux mal le vivre aussi, en plus. Oui. Ouais. Et je vois avec les professionnels, tu vois, quelquefois, de pouvoir se livrer dans sa vulnérabilité. Moi, je leur demande beaucoup, professionnels, tu vois, de tenter des répertoires qui ne sont pas les leurs, par exemple. D'explorer. Tu vois, de vraiment tenter d'explorer. Ce qui
mais en difficulté, surtout quand tu es sur scène, tu vois, tout le temps. Et là, face aux autres, ben, bien sûr, là, tu es un peu moins performant. Et je constate qu'en fait, c'est vraiment là ce qui est complexe au niveau d'un groupe, c'est ça, quoi. C'est le regard des autres. Alors là, par contre, je pense qu'au niveau du cadre, tu vois, là, en général, surtout là, chez Harmonique, on installe un cadre, et tous, qui fait que les gens Très sont safe. vraiment, ah oui, ils sont vraiment en confiance. En général, ça se passe vraiment très très bien. Les groupes, aussi bien les uns vis-à-vis des autres que le formateur. Là, on a vraiment rarement des problèmes à ce niveau-là. Mais tout de même, se livrer dans sa vulnérabilité face aux autres, tu vois, c'est ton métier, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Mais l'histoire du cadre, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, de toute façon, tu sais, je vais te dire, euh, c'est même à clarifier, Oh reclarifier oui. constamment parce que tu dis, mais je l'ai tellement dit ça, je l'ai tellement répété. Et je vois par exemple, nous on a beaucoup de retours de la part de la direction parce que la direction a des retours. Bah oui, Tu puisque vois, c'est un organisme de ben voilà. formation, donc il y a les... Et Voilà. tu te dis, Ouais. est-ce que c'est clair pour les gens ça? Mais je le dis toute la journée. Ouais. Donc les choses sont à reclarifier Et à perpétuellement. valider, à vérifier et à Exactement. valider. Que les gens reformulent les choses, les faire Exactement. reformuler, Ouais. que voilà, à valider Dire comme de tu dis. différentes façons, parce que Ah ben, parfois tu... mais Voilà. oui, ah mais Ouais. oui. Puis bon, puis il est normal qu'il y ait des moments aussi d'inattention parce qu'on n'est pas à Bah ouais. 100% tout le C'est temps. compliqué, Mais hein. c'est très compliqué, bien sûr. Ouais. Mm. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant, tu vois, cette Oui, différence entre, en effet, entre le groupe et oui. l'individu. Mais ça, c'est génial. Enfin, moi, je sais que Ouais. là, vraiment, les formations. Mais tu vois, je pense qu'il Sont... y a vraiment aussi la posture d'apprenant. On parlait de posture de Oui, coach ou de pédagogue mais tout à l'heure, exactement, mais en fait, exactement. c'est hyper important d'avoir Oui, aussi la bonne posture d'apprenant. tout à fait. Et donc, parce que ça demande de l'humilité quand même. Mm. C'est-à-dire, comme tu le disais, Oui, d'accepter de se montrer dans sa oui, vulnérabilité. de Mais même en solo, décider ça. hein, voilà, Oui, ça peut être tout aussi compliqué. Hein. oui, On parlait du groupe, mais je veux dire, même mais bien d'accepter sûr. d'être vulnérable juste en individuel, ça peut être très Oui, compliqué oui, oui, aussi. oui. Hein. Ouais. Donc oui, de l'accepter Et de et décider. l'écoute, en Oui, fait. C'est peut-être ça la principale qualité, ouais. mais pour tous, même pour Oui, un oui, oui, oui. pédagogue. Pour un pédagogue, c'est la première chose parce que bah déjà, l'écoute, bah déjà, c'est de correspondre à une attente, parce qu'il y a quand même des attentes qui sont différentes. Après, Hmm. il y a aussi différentes manières d'entrer dans l'apprentissage, que tu sois en solo avec quelqu'un ou Mhm. dans un groupe, tu t'aperçois que la manière d'entrer dans l'apprentissage est très différente. Donc, c'est de pouvoir tenter de s'adapter Hmm. à ça, voilà, cette manière d'œuvrer qui sera quand même Mhm. adaptée à chacun. Mais ça, c'est vraiment c'est d'être vraiment perpétuellement en écoute et de ne pas être obsédé parce que tu as absolument à livrer et qu'il faut absolument tenir ton contrat, toi, Hmm. par rapport à toi. Mais d'avoir cette disponibilité, en fait. Pour revenir sur l'aspect presque un peu business de ton activité, parce que comme tu le sais, c'est vrai que ce podcast, il est un peu quand même axé sur Oui, l'aspect entrepreneurial et business des milieux de la création au sens très large. Euh, Tu as donc, t'as multiplié tes activités. oui, Tu parlais même du groupe Foreigner tout à l'heure, etc. ouais, Mais donc, ouais, ouais, tu ouais. es au conservatoire, chez Harmonique. Tu organises aussi des stages Oui, en aussi. province. Oui, 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 tout à fait. Et donc, en fait, cette variété dans tes services, est-ce que c'est né d'un besoin financier d'abord ou humain, tu vois, enfin, ou d'activité, enfin, tu vois, de mission? Alors, c'est intéressant cette question parce que c'est très intéressant. Je multiplie voilà, mes interventions sous des formes différentes parce que ce ne sont pas les mêmes publics. Donc du coup, alors en formation professionnelle, bon ça je dois dire que j'adore, hein, ça j'adore, parce que il y a une implication, hein, de la part des gens qui est quand même, il y a bon voilà,
plus d'implication. Donc ça, oui. c'est absolument génial. Le conservatoire, j'ai un public au sein du conservatoire, comme je te disais tout à l'heure, qui a été extrêmement formateur. C'est un autre laboratoire. Tu vois, c'est parce que là, tu débutes des gens. Des gens qui n'ont pas, pour la plupart, du tout de formation musicale, tu vois. Quelquefois, des gens socialement en difficulté aussi. J'ai aussi... Donc, il y a quand même une autre mission humaine qui m'intéresse beaucoup. Et je dois dire que quelquefois, je me dis, non, ça me fatigue d'avoir toute cette multiplication comme ça d'interventions. Mais cette fonction... l'accompagnement des jeunes aussi, parce que accompagner un parcours de chant, c'est pas seulement un parcours de chant. On accompagne aussi des personnes qui sont au lycée, qui se posent des questions quant à leur vie, quant à ce qu'ils construisent, leurs orientations. Ouais. Donc, on sait qu'on a un impact qui va bien au-delà de la mission du chant. Donc, moi, là, il y a véritablement quand même une fonction sociale qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce cadre-là. Et puis, en ce qui concerne mes cours particuliers, là, c'est une liberté totale de concevoir les choses comme tu les aimes. Tu embauches au passage les pianistes, les chefs de chant, les metteurs en scène avec qui tu adores travailler. Donc, il y a une collaboration qui est absolument géniale. Enfin, tu vois, il y a des, disons, des avantages, des avantages qui sont différents. Pour la partie, je vais t'avouer que pour la partie au niveau financier, je me débrouille comme un manche. Mais vraiment, ça. Mais alors vraiment, c'est vraiment quelque chose dont je n'aime absolument pas m'occuper, tu vois. Donc, je suis fonctionnaire territorial au conservatoire. Mais le reste, je passe en auto-entrepreneur, ce qui est une véritable catastrophe quant à la retraite. Mais alors vraiment la catastrophe totale. Et j'aurais pu me débrouiller tout à fait différemment. Hein. Mais c'est vrai que je m'en suis jamais occupée. Alors ça c'est vraiment un aspect, mais ça me tombe des mains, tu vois. Donc, bon. C'est la beauté du geste, quoi. J'aurais préféré avoir, tu vois, une personnalité un peu plus équilibrée, tu vois. Ouais, comme tout le monde, hein, on a quelques inclinaisons, tu vois, qui ne nous rendent pas toujours service. Mais ça, je t'avouerai que ça me toujours un peu... Et donc, c'est drôle parce que tu le disais tout à l'heure, mais ta fille, elle a fait une école de commerce. Oui. Et aujourd'hui, elle est manage une grosse équipe, oui. Tu vois, donc c'est drôle. Oui, oui. Et c'est marrant parce que tu me disais une autre fois que donc elle s'appelle Musique. J'adore. Ça ne doit pas être facile à porter. Oh, mais si, au contraire, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, même dans son domaine, au contraire. C'est génial. Ça lui a ouvert des portes. Énormément. Ouais. Énormément. Elle a suscite une curiosité. Quand elle a les gros bonnets de chez Apple ou de chez machin, ils veulent à tout prix rencontrer musique parce que musique est... et au contraire, ça a été... ça a même participé, elle me dit, à lui permettre de déborder d'une nature qui pouvait être peut-être un peu plus introvertie au départ, mais à devoir exister d'une autre manière. C'est super intéressant ce que tu dis. Tu sais, les gens ne le savent pas forcément, mais je le dis très facilement. Moi, mon état civil, c'est pas Lily, c'est Aurélie. Oui. Et quand je suis partie vivre à Londres, ils n'arrivaient pas à prononcer mon prénom, donc c'est pour ça que j'ai utilisé mon diminutif qu'on m'avait toujours donné, donc Lily. Et c'est vrai, comme j'ai commencé ma carrière professionnelle à Londres et qu'ensuite je suis venue dans la même société, chez Levis, en France, c'est resté Lily Bonnet. Et donc toute ma vie, tout le monde, mon fils m'appelle Lily, il m'appelle pas Lily, il m'appelle maman, mais je veux dire c'est Lily, tout le monde, tu vois. Et en fait, je me suis sentie, à mon avis, beaucoup plus autorisée à être moi-même et à déborder, comme tu le dis, en tant que Lily qu'en tant que Aurélie, qui était un prénom plus classique. Je te comprends. Plus, tu vois, il y a cette charge un peu plus d'éducation bourgeoise, catholique. Enfin, voilà, je viens de là, je le cache pas. Mais, et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur à quel point musique t'a dit que ça lui a finalement... ça l'a autorisée à être elle-même, en fait. Totalement. Et surtout dans le milieu de l'entreprise, tu sais, plus jeune,
Alors, par exemple, plus jeune, elle a voulu donc trouver des petits boulots, tu vois, l'été, à un moment donné. Et alors, elle s'est aperçue que elle avait des entretiens avec des gens qui étaient quand même souvent assez cultivés, tu vois, dans certaines entreprises, et qui lui disaient musique parce que Claudel, immédiatement, ah, le soulier de satin, Ouais, ah, faut l'avoir la ref, ouais, hein. Moi, je eh l'avais pas, hein, ben, je connais pas, j'avoue, ouais, hein. ouais, et en fait, mais de toute façon, d'une manière générale, elle m'a dit ça ne m'a ni à l'école, ni nulle part, jamais desservi. Au contraire, cette référence, finalement, où les gens imaginent bien que derrière, il y a quand même un attrait pour la Mais culture. c'est ça, Ça a bah oui, été un atout, elle me dit, mais partout, pour être embauchée dans un magasin de fringues, pour être c'est embauchée génial. immédiatement, ça a été un atout. J'adore. Oui, oui. Alors, on va bientôt terminer, Ah oui. évidemment, hein. Même si on pourrait rester des heures à parler, toi et moi. Mais il y avait une autre, tu sais, tout à l'heure, je disais que j'avais noté 2 quotes de nos cours Ah ensemble. oui. Donc, j'ai parlé de la présence tout à l'heure. Et là, j'aimerais terminer sur la musicalité. Ah oui. C'est une phrase ou un mot qui se fait désirer. Oui. Oui, oui. Oui. Oui, parce que on ne pose pas. Quand on dit d'ailleurs poser sa voix, ça veut trop rien dire, poser sa voix. Poser sa voix, c'est comme je te disais, c'est un perpétuel équilibre en mouvement. Il y a quelque chose, tu sais, d'organique et quelque chose en mouvement toujours. C'est-à-dire que un mot fait partie d'une phrase. Une phrase fait partie d'une œuvre. Il y a un début, une fin qui ont un rapport l'une avec l'autre. Tu vois, il y a cette espèce de mouvement perpétuel qui fait que un mot, se faire désirer, c'est un mot est amené, arrive de quelque part, va quelque part. Alors, ça génère évidemment beaucoup plus, techniquement parlant, tout à coup de souplesse, d'organicité, en fait. Tu vois, quand on parle de s'ancrer, hein, d'incorporer sa parole, son chant. La musicalité, c'est vraiment ça. C'est pas je pose un mot d'une manière appliquée l'un après l'autre, et on entend beaucoup ça. Alors là, oh là 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 là, comment expliquer à quelqu'un que voilà, un mot vient de quelque part, et puis vient d'une intention, vient d'un désir, d'une urgence à dire ça. Donc il y a un mouvement toujours perpétuel et ça s'inscrit au sein d'un tout. C'est vraiment ça, tu vois. Bah voilà, de toute façon, le souffle, c'est la vie. Le Oui, mouvement, c'est tout la à vie. fait. L'animal, Exactement. Voilà. Et aussi, moi, ce que j'entends dans cette phrase, ça m'a appris à ralentir. Et tu vois, je fais le lien avec l'épisode précédent, justement, oui. Mais ralentir. Parce que j'ai tendance, Oui. moi, à parler très vite parce que ça va très vite dans mon cerveau. Oui, mais oui. Et finalement, de prendre ce temps-là, et ça renforce l'écoute de l'autre aussi, Oui. parce que finalement, quand tu fais des pauses dans ton phrasé, oui. dans ton parler, ça capte un peu plus facilement l'attention aussi. Et je me rends compte que tu donnes encore plus d'ampleur et de profondeur à ton propos. Oui. Et donc la musicalité, pour moi, elle va bien au-delà évidemment du chant. Encore une fois, là, aujourd'hui, on parle surtout de la voix et de ce qu'elle peut t'amener dans ton quotidien. Mais tu as vu la parole, mais la parole parlée, c'est exactement la même chose. Mais oui, c'est musical, c'est de la musique. Musical. Ouais. Mais alors, tu vois, par contre, le piège quelquefois, quand par exemple les hommes politiques, parce que ça, j'en ai eu aussi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour travailler des prises de parole quand ils sont en situation un peu complexe. C'est le piège. Je vais donner un exemple. Bon, je ne devrais pas, peut-être, mais je ne sais pas. Je vois, par exemple, Ségolène Royal, comme elle a été coachée lors de sa campagne présidentielle. Tout à coup, elle s'est mise à parler avec une voix très bizarre, ça s'appelle tubée, une voix tubée, avec un rythme toujours le même, monotone. Comme ça, et on entend beaucoup de personnes comme ça, qui tout à coup installent
une consigne, mais alors, tu vois, ça devient parole d'évangile et on n'est plus comme ça. Tu sens que ça n'est pas adapté à leur débit véritable, à leur personnalité. Donc c'est contre nature. C'est complètement contre nature. Et puis surtout, il n'y a plus de variété d'un débit qui s'accélère. C'est ça la musicalité. C'est aussi ce mouvement perpétuel qui va d'un débit plus accéléré à un débit beaucoup moins accéléré. Et un volume. Il n'y a pas une manière de faire. C'est d'organiser au plus harmonieux, au plus... d'amener, tu vois, et c'est pareil, quand on dit à un musicien, là, tu vois, tu devrais accélérer, tu devrais décélérer, mais ça s'amène, tu vois, c'est là où je reviens à ta question, on amène ça, ça fait partie d'un tout, c'est, tu vois, d'un tout organique, tu vois, donc, en fait, on ne devrait même pas se priver de moments où on accélère, mais effectivement, de pouvoir avoir recours aussi à des moments où on est moins en tension, parce que c'est ça aussi la vitalité d'un discours, la vitalité d'un échange. C'est surtout pas tout à coup, je ne fais que d'une manière, et puis qui n'est pas adaptée. Tu as des gens qui, de toute façon, auront un débit naturellement beaucoup plus... un débit qui est beaucoup plus rapide que d'autres. Tu vois. Tu parlais là à l'instant d'hommes politiques. Et est-ce que tout le monde peut, et même devrait, travailler sa voix? Ça optimise un confort et une joie pour soi, une joie au sein des échanges, puis un confort, et puis surtout, comme je te disais, une sécurité même, tu vois, carrément vocale et physique. Je vais jusque-là. Et puis, pour les autres, c'est aussi tellement plus heureux à vivre, quoi, pour tes interlocuteurs. Tout le monde peut chanter, ou est-ce qu'il faut quand même avoir des prédispositions? Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un, par exemple, qui chantait vraiment très faux et qui a réussi, grâce à la technique, à travailler? Oui, il y a vraiment de gros progrès pour certains. Pour d'autres, est-ce qu'il y en a s'agit de défaillance au niveau de l'oreille, donc on fait faire des audiogrammes. Je pense que les audiogrammes ne sont pas toujours fiables, par contre, au passage. Pour d'autres, ça va être nettement plus compliqué pour certains. Faut dire ce qui est. Tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions. Par contre, pour un plaisir personnel, oui, tout le monde peut cheminer et vraiment se faire plaisir. Mais en tout cas, tout le monde peut évoluer. Par contre, effectivement, lorsqu'il y a un énorme souci d'oreille, c'est très rare, qu'il n'y ait vraiment aucune possibilité, mais même de travailler, tu vois, à ce niveau-là. Là, ça devient vraiment, ça devient vraiment plus malheureux à vivre, quoi. Je vais maintenant te donner le dernier mot. J'aimerais que tu... mais oui, alors j'ai oublié cette... Oh là là. Il y en a tellement, certainement, mais sur quel mot tu voudrais terminer cette discussion? C'est dur de choisir. C'est difficile. Moi, l'un de mes mots privilégiés, c'est la joie. Quoi qu'il arrive, on sait, par exemple, chacun dans nos domaines respectifs, chacun se met un peu la pression à toujours vouloir évoluer, de garder cette joie, parce que je pense que c'est le moteur qui participe, en ce qui concerne déjà mon domaine, à être le plus souple, le plus coordonné possible, le plus en avant, au plus proche d'une écoute qui nous permet d'être heureux ensemble. Mais c'est surtout la joie, de garder sa joie, et surtout au sein d'un travail artistique, ce qui n'est pas toujours évident. Ouais. Formidable, je pense que ça va parler à tout le monde. Bon, écoute, ça c'était vraiment pas du tout anticipé, tu vois. Ben voilà, la spontanéité. Ça sort du cœur. Exactement. Merci beaucoup Valérie. Merci Lily, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email
lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.